après-guerre, pour des questions de gestion forestière et de reconstitution de peuplement, le forestier a été amené à recalibrer les cours d'eau, faire des drainages qui ont eu des conséquences néfastes sur la qualité de l'hydrosystème, sur les écoulements et les espèces. Par les rectifications de cours d'eau réalisées par le passé, le débit d'eau a été augmenté, l'accélération de l'eau a été augmentée, et en gros, les ruisseaux, ça séchait plus vite que par le passé. Ces travaux se sont traduits par l'assèchement d'une grande partie du linéaire forestier de Lac-Mauges, où on a 7 km qui étaient pérennes, où il y avait tout le temps de l'eau, ils sont maintenant à sec 6 mois par an, voire plus, pendant la saison printanière et estivale. La forêt pousse sur un dépôt caillouteux qui a été amené au tertiaire pendant plusieurs centaines de milliers d'années par un grand fleuve qui était à la fois le Rhin et le Doubs. Le Rhin coulait dans un autre sens qu'actuellement. Donc on a des cailloux siliceux. La nature géologique est différente de l'ensemble de la géologie plutôt marno-calcaire du massif du Jura et de la région Franche-Comté-Bourgogne. C'est le contexte géologique avec cet empilement de matériaux, le cailloutis avec sa pâte argileuse, recouvert d'argile, elle-même recouverte de limon, dans lesquels se développent les sols. Cet empilement de couches donne un matériau qui est peu perméable et qui va obliger l'eau, non pas à s'infiltrer, mais à s'écouler latéralement en fonction de la pente et alimenter les cours d'eau. Les caractéristiques des sols montrent que c'est un massif qui a toujours été forestier, parce que ce sont des sols qui sont très pauvres et qui sont très humides. C'est à cause du contexte géologique, ce contexte imperméable, qu'il n'y a pas de nappe de type aquifère de volume conséquent dans le massif de Chaux qui vient alimenter les cours d'eau. Les cours d'eau sont alimentés par les nappes phréatiques qui s'installent dans les sols, ce qui représente des volumes assez réduits, et c'est pour ça qu'il y a des écoulements qui sont fortement influencés par les pluies, les conditions météorologiques et les caractéristiques des cours d'eau. Il faut bien avoir à l'esprit que l'alimentation en eau de la forêt de Chaux est exclusivement dépendante des eaux de précipitation. Il n'y a pas d'alimentation des sols de la forêt de Chaux par des remontées capillaires de nappes alluviales, de nappes profondes. Il y a une nappe alluviale dans les ruisseaux de la forêt de Chaux, c'est ce qu'on cherche justement à maintenir par le biais des travaux de renaturation, recréer en fait cette nappe d'accompagnement, mais les sols de la forêt de Chaux sont exclusivement dépendants des eaux de précipitation. Un des points essentiels de la forêt de Chaux, c'est que sa richesse écologique est liée énormément à l'eau. Le classement Natura 2000, à la fin des années 90, a pris en compte des espèces patrimoniales associées à l'eau. Les tout premiers travaux ont commencé en 2006-2007 à l'occasion d'un programme LIF qui s'est intéressé au départ aux têtes de bassin sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Et ici, on avait un atelier de 4 cours d'eau qu'on a commencé à renaturer pour garder de l'eau dans les sols le plus longtemps possible, permettre l'ennoiement des vallons et aussi garder de l'eau, même dans les ruisseaux temporaires, le plus longtemps possible. Et on a pu après suivre l'effet de ces travaux. Comme les effets étaient très positifs, que ce soit sur le plan de la biologie comme sur le plan de l'hydrologie, on a pu extrapoler ces méthodes qu'on avait mis au point en 2006-2007 à un grand linéaire de cours d'eau. Les modalités qui ont été mises en place sont très originales aussi, dans la mesure où on a essayé de restaurer les écoulements en ralentissant les écoulements pendant les crues, en gardant de l'eau pendant les étiages, avec des techniques qui sont des techniques finalement douces, mais avec une intensité quand même importante. Par exemple, on a mis en place des embâcles artificiels, mais d'une part, on en a mis suffisamment pour que les uns et les autres interfèrent entre eux
de façon positive, c'est-à-dire que ceux de l'aval protègent ceux de l'amont, et d'autre part, on a fait comme les castors, on a mélangé l'embâcle qui sert à monter le niveau d'eau avec des matériaux pierreux pris sur place, et ces matériaux-là, on va les mettre au-dessus des embâcles de façon à ce que le bois mort, qui a un rôle fondamental à la fois physique puis aussi pour des tas de petites bêtes qui les mangent, mais ne disparaisse pas trop vite et qu'il ait le temps, entre guillemets, d'attendre que d'autres bois morts renourrissent à nouveau, renforcent l'embâcle et qu'on ait toujours cet obstacle qui n'empêche pas la migration des espèces aquatiques, mais qui garde l'eau le plus longtemps possible et qui ralentit ses écoulements et qui permettent les inondations. Donc ces embâcles-là, ça se fait aussi ailleurs, mais pas avec la même densité et puis surtout pas avec ce procédé de les couvrir de matériaux pierreux pour les rendre à la fois plus attractifs et plus longévifs, qui durent plus longtemps. L'enjeu, il est fondamental, c'est de garder de l'eau en tête de bassin, donc ça permettra aussi de soutenir les étiages plus bas, là où on prend de l'eau potable, là où il y a des activités de pêche, là où il y a une activité touristique. Si les ruisseaux et les rivières de Franche-Comté souffrent actuellement, c'est dû bien sûr au réchauffement global, évidemment, mais ce réchauffement global il ne fait qu'amplifier toute cette gestion des bassins versants qui a consisté à évacuer l'eau le plus vite possible. Alors on a évacué l'eau le plus vite possible, et maintenant il n'y en a plus. Donc cette approche-là, elle bénéficie à l'ensemble du bassin versant. Et même en tête de bassin, on reconstitue l'humidité globale du massif forestier qui est indispensable pour lutter contre le dépérissement forestier. Le suivi piézométrique est en place depuis 2007 et comporte au total sur le massif quasiment 90 sondes piézométriques réparties sur une cinquantaine de sites différents pour prendre en compte l'hétérogénéité de chaque station. Il va servir à la mesure de la profondeur d'apparition de l'eau qui vient saturer la porosité du sol. Donc on intègre ces suivis-là dans nos travaux de recherche et c'est ça qui va nous permettre de savoir à quel moment il y a une nappe d'eau. Cette nappe d'eau allant ensuite alimenter les ruisseaux. Et il faut absolument faire des suivis biologiques pour savoir l'impact de ces travaux. C'est la biologie, c'est l'organisme aquatique dans l'eau qui doit être le juge de paix. Ce n'est pas des photos ou la sensation des êtres humains qui ne vivent pas en permanence dans l'eau. Donc c'est des suivis à la fois hydrologiques, des suivis sur la qualité physique du cours d'eau, mais avant tout et aussi en tout cas des suivis biologiques sur les organismes aquatiques qui eux sont les meilleurs juges de la réussite ou non d'une opération de restauration. On utilise les macroinvertébrés aquatiques pour suivre les effets de la restauration parce qu'il faut savoir que ce sont de très bons bioindicateurs du fonctionnement des zones humides. Dans les milieux temporaires, on retrouve des insectes aquatiques qui vont être spécialisés et qui vont s'adapter justement à l'absence d'eau pendant une certaine période. Dès les premiers travaux, ce qu'on a pu observer, c'est déjà un ennoiement périodique pendant les crues des vallons. Encore une fois, il manquait cet épisode de recharge pour qu'un cours d'eau fonctionne bien, qu'il soit permanent ou temporaire, mais il faut absolument qu'il déborde. Quand il déborde, on a les fonctions écologiques majeures des cours d'eau qui peuvent se dérouler. En particulier, auto-épuration, dissipation de l'énergie, recharge de la nappe des sols. Donc on augmente
les ressources en eau. On l'a vu tout de suite. Après, on a vu aussi assez rapidement, en mesurant avec des piézomètres, on a vu aussi l'eau rester plus longtemps dans le sol en période sèche. Et puis, au niveau de la faune, on a vu aussi revenir certaines espèces qui sont typiques d'un bon fonctionnement de cours d'eau. Encore une fois, ces affluents, ils restent intermittents, ils ont toujours été intermittents, c'est-à-dire temporaires, mais leur durée en eau est beaucoup plus longue, et donc ils permettent l'installation d'espèces qui ont besoin d'un moment en eau assez long pour dérouler leur cycle de vie jusqu'au bout. Que ce soit des insectes à larves aquatiques ou des batraciens, par exemple, des grenouilles. Les têtards aussi, ils ont besoin d'une certaine période en eau, sinon ils n'arrivent pas à devenir des petites grenouilles. À un peu plus long terme, nous avons aussi des effets très bénéfiques sur l'habitat aquatique. Donc les formes de la rivière, qu'on a essayé de reconstituer par des travaux, vont elles aussi évoluer et redevenir très très hétérogènes. Alors ça c'est très important. Pour qu'une rivière soit biogène, c'est-à-dire qu'elle fasse de la vie, il faut qu'elle soit hétérogène, c'est-à-dire avec une grande diversité physique, aussi bien dans les écoulements que dans les formes et les natures de fond, à la fois des litières organiques qui vont petit à petit être consommées, d'ailleurs par toute une faune spécifique du fond des cours d'eau, et aussi des végétaux particuliers, par exemple des bryophytes, qui sont très hospitalières pour cette petite faune. Donc on parle de larves d'insectes, on parle de petits crustacés, de petits mollusques, etc., de vers. Hein. Et tous ces organismes aquatiques ont besoin d'un habitat particulier qu'on a essayé de recréer avec les travaux, mais surtout qui vont s'installer, se diversifier de façon plus pérenne. À moyen terme, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans, on commence à avoir vraiment des fonds hospitaliers pour la faune. Les travaux de restauration permettent d'allonger l'hydropériode à la fois au printemps et à la fois à l'automne. Donc on se retrouve avec une période en eau qui va être plus importante et on peut gagner 15 jours, 1 mois, voire sur certains ruisseaux 2 mois sur l'année. Donc là ça permet comme ça d'avoir des espèces qui ont un cycle biologique un peu différent. On a observé là sur les différents affluents en forêt de chaux que plus l'hydropériode est allongée, plus on retrouve une diversité de ces insectes aquatiques. On peut citer l'exemple d'une éphémère, Metreletus balcanicus. C'est une des éphémères qui émerge un peu plus tard au printemps, qui va justement se retrouver dans les cours d'eau après restauration. L'hydropériode étant allongée, son cycle biologique peut être mené dans sa totalité. Et on arrive comme ça à gagner en espèces avec les travaux de restauration. Compte tenu des travaux menés, on est plutôt dans une phase d'observation. Qu'est-ce qui va se passer du point de vue du fonctionnement des espèces? On a commencé à avoir des résultats bénéfiques qui nous ont montré l'intérêt de ces zones renaturées. Vu l'évolution du climat, il est clair que c'est essentiel de poursuivre. Premier résultat intéressant sur les premières années de suivi, il n'y a pas un endroit où le gain est nul. Ce qui distingue la restauration de la Clouge et de ses affluents des autres opérations de restauration, ou de la plupart des autres, c'est avant tout l'importance du linéaire traité. Un linéaire cumulé d'environ 50 km, une quarantaine de ruisseaux de longueurs différentes. Et c'est très intéressant parce qu'il y a ce concept de volume critique ou de linéaire critique cumulé pour arriver à avoir des résultats tangibles. On a la chance de pouvoir travailler dans une forêt de grande taille et donc il y a une cohérence dans cette ampleur de travaux.